bienvenue à Cesare Mattina, qui vient nous parler de son bouquin Gouvernement et géopolitique politique à Marseille, qui est paru en septembre 2016. Et Cesare me disait à l'instant que depuis lors, il fait à peu près une intervention pour présenter ce bouquin tous les 15 jours. Donc il a fait à peu près le tour de la France pour présenter cet ouvrage. Pour vous resituer, Cesare, donc il est enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, c'est comme ça qu'il faut le dire maintenant, chercheur au LAMES, Laboratoire Méditerranée de sociologie, donc qui est un laboratoire commun aux anciennes universités d'Aix, de Marseille et de la MSH, de HESS aussi. Marseille Non, alors, Cesare, vous le verrez, son accent est napolitain d'origine, mais il est arrivé assez vite en France pour travailler d'abord sur la sociologie électorale. Tu avais travaillé dans le cadre de ton DEA sur une comparaison entre le vote Front National et le vote monarchiste, hein, c'est ça MSI. À Naples. Il a enchaîné sur une thèse de comparaison Naples-Marseille sur les pratiques du clientélisme urbain. Voilà, mais résident à Marseille et ayant depuis 10 ans, plus que ça, 20 ans, travaillé et approfondi le terrain marseillais, c'est essentiellement sur ce terrain marseillais que porte son livre. Voilà, pour le discuter, nous avons ici Vincent Tibéri, qui est professeur des universités ici à Sciences Po Bordeaux et délégué de recherche à Sciences Po Bordeaux, qui aura sa lecture de cet ouvrage après une présentation de 45 minutes. Et puis, moi-même, j'aurai quelques questions à poser à Cesare. Et puis, comme la configuration nous y autorise, on pourra, bien entendu, élargir la discussion. On va poser une question au moins à l'ensemble de la salle. Voilà, Cesare, 45 minutes, ça va? Très bien. Donc merci à vous tous d'être là. Merci à Gilles, que je connais depuis les temps du début de la thèse à Marseille, pour avoir fait un peu de terrain dans les mêmes quartiers, dans les mêmes endroits de la ville de Marseille, et en ayant discuté avec lui longtemps aussi de nos travaux respectifs. Merci à Vincent Tibéri d'avoir accepté la discussion. Moi, juste avant de commencer, de vous projeter quelques minutes d'un film documentaire où on donne la parole aux acteurs. Juste quelques éléments sur les sources de ce livre, à la base de ce livre. Comme ça, tout est à peu près plus clair, parce que, évidemment, on peut imaginer quand on travaille sur des questions assez sensibles, comme celle des relations clientèlaires, des politiques clientèlaires, de redistribution, c'est évident qu'il faut préciser comment on a pu administrer la preuve, comment on a pu effectivement trouver des sources qui soient parlantes. Le gros des sources les plus intéressantes sont celles qui étaient en provenance des archives du cabinet du maire de Marseille dans les années 70 et 80, qui, à ma grande surprise, parce qu'à l'époque, je ne savais pas que j'allais trouver cette grande mine de ressources-là, a en son sein toute une partie de dossiers qui s'appelle dossier personnel, hein, intervention personnelle, qui sont vraiment les demandes des Marseillais adressées au cabinet du maire, en passant souvent par une recommandation d'un élu intermédiaire, un conseiller municipal ou un adjoint au maire. Donc là, on a à la fois, c'est très intéressant, à la fois toute la demande sociale qui s'adresse de la part des citoyens vers l'autorité municipale. Et on a aussi, dans d'autres types de dossiers, notamment, j'ai pu travailler globalement toujours sur le fonds de provenance du cabinet du maire et aussi du service de logement de la mairie. On a aussi des critères d'attribution de ces biens-là, des emplois et de logements particulièrement, aux différents demandeurs. Donc, c'est quand même une source absolument fondamentale, mais si vous voulez, on y reviendra plus tard. Deuxième source, des entretiens avec des élus, mais maintenant ils datent un peu, quoique je trouve qu'ils sont relativement bien vieillis. Des entretiens avec les élus sur la question du métier d'élu, donc avec des consignes très simples. Qu'est-ce que vous faites face à cette demande sociale?
biens de service. Comment vous organisez-vous? Quel est votre emploi du temps par rapport à tout ça? Voilà, donc ça donne des choses très intéressantes concernant le discours sur la façon d'être des représentants du peuple. Hein. Troisième source pour aller vite, et des activités de recherche mises en place plus tard, hein, dans les années 2007-2008 surtout, de l'observation directe des participants des campagnes électorales, avec moi-même inséré au sein de certaines équipes, à la fois les partis socialistes et de la droite, sur le terrain, de plusieurs élus, hein, certains un peu plus en profondeur, d'autres juste avec quelques visites de terrain, qui me donnaient la grande opportunité de croiser donc, ces archives faites quelques années auparavant et ces activités de quête des lecteurs sur le terrain. Et quatrièmement, pas mal d'analyses de la presse qui m'a amené à comprendre sur la longue durée, depuis les années 80, qu'il y avait quand même un processus historique de mise en dénonciation de la corruption, du clientélisme et plus en général de la mauvaise gestion, voire même de Marseille en tant que ville corrompue, qui était là quand même depuis la fin des années 70, et qu'aujourd'hui nous frappe très fortement si on se rend compte qu'à partir de 2008-2009, il y a quand même une suite d'affaires assez impressionnantes. L'affaire Lieu, dont peut-être vous avez entendu parler, l'affaire Guérini, ça c'est revenu même à la une de plusieurs quotidiens nationaux, hein, et non seulement locaux, et tout récemment, avant jusqu'il y a quelques jours, il y a 4 ou 5 jours, la mise donc, en garde à vue de la présidente du conseil général des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, et du président de la Société des Eaux de Marseille pour une affaire liée à des contrats, notamment avec des marchés avec la Société des Eaux de Marseille qui remonte à 2009. Bon, ils sont sortis de cette garde à vue, mais c'est quand même quelque chose d'assez lourd, hein, qui s'inscrit notamment, on peut dire, dans une longue durée, avec plusieurs enquêtes, à la fois dans la magistrature comptable dès les années 80, la magistrature ordinaire, avec ces affaires plus récentes que je viens de citer. Donc voilà un peu pour donner un panorama général. Mais avant d'entrer dans le vif, tout de suite, je dirais, j'aimerais bien qu'on donne la parole aux acteurs, notamment au travers d'un film documentaire, juste un petit extrait, pour voir comment ces élus définissent le clientélisme. Un équipement culturel, donner à manger aux plus pauvres, donner en même temps à ce que nos enfants aient une égalité de chance dans nos collèges, équiper nos hôpitaux matériels de pointe. Si c'est faire du clientélisme, faire partir 5000 gosses en vacances de neige, des familles les plus défavorisées de Marseille et des Bouches-du-Rhône, eh bien, mes chers amis, eh bien, si c'est faire du clientélisme, cela, je l'assume. C'est le travail. Voilà, donc vous voyez le type de citation. Elle n'est pas la seule, hein. Ce n'est pas une citation isolée. Là, on est dans la dernière campagne de Jean-Noël Guérini, ancien président du Conseil général, anciennement au Parti socialiste, lorsqu'il se présente comme dissident, hein, parce qu'il a été déjà exclu du Parti socialiste aux élections municipales de 2014. Cette citation-là, elle n'est pas isolée. Déjà en 2011, lorsqu'il avait été élu pour la dernière fois président du Conseil général par la majorité de l'époque, en 2011, dont le Parti socialiste et le Parti communiste ensemble, il avait déclaré ça, c'est assez célèbre. Le clientélisme, on m'a bassiné du clientélisme pendant des mois et des mois. Mes chers collègues, je n'ai de leçon de recevoir de personne dans ce domaine. Je tiens à vous dire, si faire du clientélisme, c'est s'occuper des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes âgées qui sont dans la misère, dans la détresse humaine, qui cherchent des logements, qui cherchent à se réinsérer dans la vie, alors j'assume totalement le mot clientélisme au nom de ma majorité de gauche. Vous voyez comme l'accent est mis aussi sur la revendication politique. Hein. C'est à gauche qu'on fait des choses comme ça, on s'occupe du peuple. Et que donc j'assume totalement le mot clientélisme. C'est comme ça que nous devons travailler, mes chers collègues. Je n'ai pas aussi dans ce domaine de leçons à recevoir lorsque je vois ce qui se passe dans notre collectivité locale, et y compris à l'assistance publique, où on me fait remarquer que depuis 10 ans, il n'y a pas un emploi qui a été recruté par les élus socialistes. Donc, il n'est pas là dans la dénonciation du clientélisme des adversaires de droite, hein,
quand il parle de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, c'est évidemment ce qui est dans les mains de l'actuelle majorité et de Jacques-Claude Gaudin. Il ne dénonce pas leur clientélisme, il dit il n'y a pas de place pour nous aussi. Hein, vous voyez, donc c'est normal que les éléments ils fassent comme ça, mais il faudrait qu'ils nous donnent un peu de ressources à nous aussi. Donc, vous voyez le type de discours qui n'est pas le seul. Là, chez Jean-Noël Guérini, il y a d'autres élus. Juste pour vous citer Henri Gibraïel, député sortant qui a été battu tout récemment de Marseille dans les quartiers nord, au 15e et 16e arrondissement, suspecté de versement frauduleux de subventions d'association loi 1901, là on est dans les années 2012. Il affirme sur la radio, sur France Bleu, être un homme intègre et un père de famille honnête. Il a assuré qu'il n'avait jamais été convoqué ni par la police ni par la justice. Je n'ai jamais rien fait d'illicite, c'est de la calomnie. Ce n'est pas du clientélisme, c'est servir le peuple. L'argent public doit être redistribué. On a de l'argent public, et d'ailleurs ces subventions aux associations loi 1901, on le verra tout à l'heure, sont en très forte augmentation justement entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Et voilà, cet argent doit être redistribué selon ces dires. Ça continue dans les syndicats, ce n'est pas uniquement dans les partis politiques qu'on trouve ce genre de position. En mars 2011, le secrétaire général de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône de Force ouvrière, donc syndicat qui se revendique comme étant majoritaire à la mairie de Marseille, sans même pas être sollicité directement par le journaliste de la Provence, le quotidien marseillais, sur la question du clientélisme. Il déclare les choses suivantes. Et puis permettez-moi de vous dire une chose, quand on parle de clientélisme, si cela consiste à permettre l'émancipation des travailleurs, alors oui, j'y suis favorable. S'il y a des gens qui sont embauchés, si ça permet de créer de l'emploi parce qu'ils sont à l'intérieur de notre structure, s'ils ont des avancements et autres dans le cadre de leur responsabilité, alors je suis pour le clientélisme. Ce que je dois reconnaître, c'est que quand on a une majorité de personnes dans un syndicat, le nombre fera qu'il y a plus de promotion pour une organisation majoritaire que pour ceux qui ne le sont pas. Donc, ça c'est à l'échelle locale, mais au niveau national, c'est repris par le secrétaire national Jean-Claude Mailly en 2011, toujours. On est dans la campagne, notamment électorale pour la réélection des candidats pour les délégués syndicaux. Donc Jean-Claude Mailly pour la défense de Force ouvrière Marseille. Et suite aux accusations de clientélisme qui ont été proférées par la CFDT, il déclare les choses suivantes. Quand j'entends parler de clientélisme, je réponds que s'il s'agit de donner un coup de main à un salarié pour trouver un logement, par exemple, moi j'appelle ça de la solidarité. Donc, vous voyez, toutes ces citations, ces déclarations sont remarquables, hein, parce qu'elles mettent en œuvre une espèce de grand retournement de stigmate par une opération qui, à mon sens, est à la fois une opération de réduction, de valorisation des pratiques clientélaires, de la clientélisation, qui sont transformées dans une activité sociale en faveur de personnes démunies, dans la détresse, en quête de la réinsertion sociale, etc. Car mettre l'accent uniquement sur la solidarité, sur les effets positifs sur les individus et les familles en termes d'amélioration de leurs conditions sociales, parce qu'elles revendiquent, c'est le cas de la phrase de Jean-Noël Guérini, que je mets à l'écran pour la regarder. C'est celle que j'ai citée après l'extrait, qui revendique le clientélisme comme une politique de gauche incarne en défense des plus faibles. Donc, vous voyez, au travers de toutes ces opérations intellectuelles et rhétoriques, ces élus, ces syndicalistes, touchent au cœur, pour moi, de celle qui est la question, si vous voulez, du clientélisme, qui consisterait à se demander quelle serait la limite entre le clientélisme, comme activité soumise à l'approbation, et le travail d'un élu, somme toute, au service de la demande des individus et des familles. Donc, la question sous-jacente aussi serait aussi de se demander à quels groupes sociaux et à quels groupes socio-professionnels ce type de redistribution profite davantage. Donc, il y a plusieurs questions à se poser à partir de cette question-là. Donc, la première, c'est est-ce que rendre service, ça veut dire rééquilibrer les inégalités sociales, Est-ce que la recommandation politique permet de passer devant d'autres candidats pour l'obtention d'un bien ou d'un service, ne serait pas parfois le seul moyen d'aider les gens en difficulté ou dans la misère sociale. Parce qu'il est vrai, et j'ai pu le constater aussi à la fois dans certains dossiers d'archives
auquel je ferai référence au début ou dans certains entretiens, qu'il existe effectivement des cas de famille à très faible niveau de revenus, qui, tout en ayant droit à l'accès à un logement social dans un HLM, par exemple, souvent n'ont pas accès à ce droit parce que l'organisme bailleur, sans la garantie, par exemple, de la recommandation d'un élu, aurait considéré qu'il y avait, par exemple, un risque trop important d'impayé. Soit que la présence de cette famille aurait suscité la réaction négative des autres locataires du même logement. Donc, c'est un argument vraisemblable que la recommandation politique peut parfois être un moyen de rééquilibrage social et permettant donc l'accession de familles et classes populaires à un bien dont, par le droit administratif impartiel classique, ils n'auraient pas le droit d'accéder. Donc ça nous met devant une deuxième question, comment un élu, finalement, peut-il répondre face à ces demandes sociales de biens de services privés personnels? Question qui renvoie concrètement à l'essence même du rapport de représentation politique et au décalage entre les principes de la démocratie représentative et les pratiques quotidiennes qui sont celles réelles de tous les jours. Un système de représentation politique dans lequel les élus seraient garants de l'intérêt général et national, en fait, on le voit bien, est dans les principes une espèce de fiction totale, car on sait très bien, à Marseille comme ailleurs, et beaucoup d'élus et députés nationaux vous disent clairement qu'une très grande majorité des demandes qui s'adressent aux élus sont la plupart du temps des demandes d'ordre privé personnel, donc celles que vous pouvez imaginer, la demande d'un emploi public, pour quelqu'un de sa famille, un avancement de carrière au sein d'une collectivité locale, un logement social de qualité, un permis de construire, une place sans crèche, et ainsi de suite. Donc, des vrais questionnements qui, au-delà de ce que se posent les acteurs, on peut voir chez les élus ou autres, se posent aussi dans les sciences sociales, où on retrouve ces liens entre le clientélisme et la pauvreté comme un prisme dominant, souvent d'entrée du débat qui est le nôtre, celui des sciences sociales. Je dirais qu'il y a deux grandes traditions de littérature de sciences sociales dans lesquelles on retrouve ce prisme presque implicite de la relation entre clientélisme et classe populaire. La première, c'est la littérature qui porte sur les machines politiques américaines, développées déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui s'est développé par la suite aussi jusqu'à nos jours. C'est un débat absolument très riche, qui est encore vivant aujourd'hui, dans lequel on s'intéresse certainement au boss de la machine politique, mais donc surtout à la capacité des machines politiques d'intégrer les masses populaires, immigrées, dans les dispositifs démocratiques américains au moment de l'arrivée massive des populations immigrées dans les villes américaines entre les années 1870 et les années 1930 environ. Donc on connaît ces débats plus tard par Ben Merton, par ces thèses fonctionnalistes mis en avant dans les années 50 et 60, mais le débat est déjà précédent à ça. Beaucoup d'essayistes, de journalistes, d'historiens qui se penchent sur cette question et en donnant la relation entre classe populaire et clientélisme comme quelque chose de parfois non interrogé. Ça va de soi que le clientélisme profiterait donc, aux classes populaires. Et évidemment, tout ce débat-là, il n'est pas dénué de stigmatisation, parce que quand on parle de boss et de machines politiques, notamment pendant la période de la grande réforme, des années 10, 20, 30, aux États-Unis, les rhétoriques poussées de dénonciation de la corruption et du clientélisme dans les machines politiques, et en lien avec évidemment les institutions municipales, servent aussi souvent de stigmatisation très poussée contre les populations immigrées qui viennent d'arriver. Donc c'est évident que là, cette littérature-là doit être réinterrogée et aussi peut-être se pencher sur ce que les classes moyennes peuvent profiter du système à cette époque-là, notamment tout un certain nombre d'intermédiaires qui ne sont pas forcément appartenant aux classes populaires déjà dans les machines politiques américaines. Deuxième littérature qui
a eu ce prisme de croiser de façon systématique classe populaire et clientélisme, c'est l'anthropologie sociale anglo-saxonne, celle des années 50 et 60, et aussi certains sociologues et politistes un peu partout dans le monde entier qui sont interrogés sur le clientélisme dans des contextes ruraux et villageois, surtout dans la Méditerranée, dans différents pays de la Méditerranée, dans l'idée de comprendre quelle était la raison de la résistance de ces pratiques à l'avancement de la modernité étatique, des bureaucraties et du capitalisme. En fait, avec une question assez claire, en disant mais pourquoi, face à cette modernité-là, ces pratiques ne reculent pas. Donc là aussi, même si ce n'est pas dit de façon explicite, on parle de clientélisme dans des contextes de pauvreté, de peuplement des campagnes, de relations entre des propriétaires de la terre et des patrons et souvent des paysans et des prestataires de services. Donc je me réfère aux travaux des gens comme Jeremy Boisselin, par exemple, qui a travaillé sur Malte et sur la Sicile, de Seidel Silverman, qui a travaillé sur l'Ombrie, aux travaux assez célèbres de Banfield sur la Basilicate dans le sud de l'Italie, et tant d'autres dans différents pays, donc, aussi dans le sud de la Méditerranée, au Maroc, évidemment en Espagne, en Grèce, etc. etc. Donc, les présupposés de ces travaux étaient déjà très, très bien montrés par Jean-Louis Boyquet, qui en avait déjà fait une critique très intéressante à la fin des années 90 et au début des années 2000. Puis récemment, il y a eu le livre de Gabriel Vomaro et Hélène Combe, Sociologie du clientélisme, sorti à la découverte, qui reviennent sur ces débats-là. Donc vous voyez, ces liens sont faits de manière très fortement implicite entre clientélisme et pauvreté, clientélisme et sous-prolétariat, sous-entendant quelque part que ces redistributions profitent essentiellement à ces couches prolétaires et sous-prolétaires, sauf certains cas où on peut retrouver des exceptions. Donc, par contre, ce que je trouve et ce que je dis dans tout le livre, vous allez voir un certain nombre de chapitres centraux de ce livre qui montrent à qui profite le système, c'est que globalement, les redistributions profitent plutôt aux classes moyennes, aux classes moyennes ou je dis petites moyennes en ascension sociale. Je fais l'exemple notamment des employés de la ville de Marseille, qui eux, tout en étant souvent de catégorie C, donc pas forcément des classes moyennes établies, grâce à l'obtention d'un logement social de qualité ou d'un emploi public, à la sécurisation de l'emploi, et aussi au fait de continuer souvent à obtenir, à demander des faveurs et à en obtenir, font quand même un coût important d'ascension sociale qui leur permet de devenir aussi un des groupes hégémoniques de la ville, évidemment, au sein d'un dispositif qui en prévoit d'autres. Donc je ne vais pas descendre dans le détail, mais l'idée du livre, l'idée centrale du livre, c'est qu'il y a là en place une hégémonie de ces classes moyennes alliées entre elles, depuis l'époque de fer, qui se prolonge pratiquement jusqu'à nos jours avec Godin, d'une alliance entre différents groupes sociaux, donc une bourgeoisie et profession libérale, très en droite dans les quartiers, notamment au sud de Marseille, des avocats, des médecins, des pharmaciens, des notaires, une bourgeoisie entrepreneuriale du vieux commerce marseillais, certes sur le déclin, mais qui contribue notamment par le fait de posséder la rente foncière au pouvoir dans la ville de Gaston de Fer. Puis pour la suite, les petites et moyennes, classes moyennes du fonctionnariat public, des différentes institutions à la fois municipales et des autres collectivités locales, et en partie aussi de l'État. Et donc on voit cette hégémonie très fortement durable si on regarde à la fois les cartes électorales et on compare celle du deférisme des années 60 et celle de Godin aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles sont très très fortement similaires, avec une structure du vote très fortement concentrée, notamment sur les quartiers sud-est, qui sont des quartiers qui globalement ont toujours été dans la majorité municipale, avec des quartiers au nord de la ville, qui sauf dans les années Victor, dans les années 90, ont de leur côté toujours plutôt été exclus
du gouvernement municipal. Moi, je ne voulais pas... Bon, ça, c'est un peu la thèse centrale du livre, vous la retrouvez certainement dans le livre. Moi, je voulais revenir dans une... donc là, vous avez un peu d'extraits différents et variés des archives qui vous montrent un peu la chair, un peu de ce qu'on retrouve dans ces archives, qui vous donnent un peu des preuves de comment le service, donc le pouvoir municipal a favorisé notamment les employés municipaux en les érigeant un peu comme force centrale du pouvoir municipal. Vous voyez, là vous avez par exemple des listes qui détaillent les priorités d'embauche à l'instruction publique de la ville dans les années 80. Vous voyez dans des échanges assez routiniers entre la directrice du cabinet du maire et le directeur du secrétariat particulier, vous voyez comment ces listes sont établies de façon assez systématique. J'ai des dossiers comme ça systématiquement, quasiment tous les mois, où on suggère qui doivent être embauchés au sein de la mairie. Voilà, on a mademoiselle C, fille d'un employé municipal tragiquement disparu sur le marché de la Plaine, fille d'un employé municipal, parent du chauffeur du maire. Et vous avez aussi des justifications claires qui inscrivent aussi sous la longue durée de la relation avec ces employés municipaux, voire même avec leur famille après la mort de l'employé municipal, donc dans une très longue durée. Vous avez dans un dossier, on appelle ça les archives, donc l'adjoint au maire au cimetière Jean Bonin qui recommande de faire un employé municipal à son tout fils d'employé municipal pour qu'il obtienne une dérogation spéciale au cimetière de Sainte-Marthe, mais dans une période de très forte pression sous les cimetières, il n'y a plus de place, donc il faut avoir une recommandation pour qu'on puisse accéder. Et voilà ce qui est dit comme argumentaire en faveur de la recommandation. L'intéressé d'un très bon employeur, il m'a été recommandé tout particulièrement par M. J, directeur des cimetières municipaux. Donc, Gaston Defer répond plus bas et on voit bien quelles sont les motivations qui font ce que cet employé puisse accéder à ce qu'il demande. Il compte tenu, dit Gaston Defer, du fait qu'il s'agit d'un agent de nos services, faisant donc partie de la famille municipale. L'expression qui revient tout le temps, c'est bien volontiers que je donne une dérogation pour permettre à M. B d'obtenir la concession qu'il souhaite. Donc vous voyez, dans les archives, on a ce type de preuves qui me paraissent intéressantes. Donc tout ça, vous pouvez assez facilement le retrouver dans le livre. Il y a un certain nombre de preuves qui montrent quelles ont été les catégories sociales favorisées par la mairie et par le pouvoir de faire. Je voulais aborder avec vous, avant de passer à la discussion, un peu la question du changement. Quel changement, quelle transformation finalement, malgré ces permanences, ces permanences très fortes qu'on voit encore aujourd'hui, dans le pouvoir municipal marseillais, et s'interroger aussi sur finalement quel déclin un peu des pratiques clientélaires et notabilières. Ça rejoint un peu des débats qu'on a eu à plusieurs moments avec Gilles et avec d'autres sur notamment la place de ces pratiques dans le pouvoir municipal, dans le pouvoir urbain. Donc moi, je suis plutôt pour parler d'une continuité du pouvoir politique de cette alliance à la chef de la ville et une certaine continuité des politiques de redistribution des biens et des services par voie clientélaire. Dans mon moment de la thèse, j'étais plus pour une idée qu'on allait aller vers des transformations, notamment par le constat que je faisais à l'époque d'une diminution d'un certain nombre de ressources de redistribution. Je me disais, finalement, on est dans un contexte un peu plus gestionnaire à partir des années 90, ce qui fait que les embauches ne se font plus de la même manière par rapport auparavant. J'avais l'impression qu'on était aussi dans une baisse, notamment des logements sociaux, dans un certain nombre de biens. Je voyais un certain nombre d'élus pratiquer une espèce de réponse symbolique envers ces demandes sociales, pensant à l'époque qu'elle était croissante, cette réponse symbolique, c'est-à-dire que des élus finalement faisaient plutôt des fausses lettres en montrant à des élus qui répondaient de façon un peu routinière à leurs demandes, mais finalement
ils n'arrivaient pas ou ne voulaient pas faire en sorte que soit donné satisfaction aux demandeurs. Hein. Mais plus tard, hein, quand j'ai construit le livre, je me suis dit, mais il faut que j'aille regarder un peu plus près, notamment les statistiques d'évolution à la fois des emplois, hein, de la mise en location des logements, pour voir comment concrètement se font les choses, s'il y a encore de la ressource à redistribuer ou pas, hein, ou il y a une véritable baisse. Donc, le constat est assez partagé finalement dans le chapitre final du livre, où je l'ai soulevé un peu les questionnements. Je me dis, bon, on est sur une continuité du pouvoir politique, hein, on est sur une continuité d'un certain nombre de ressources de redistribution qui vont plus ou moins toujours en même groupe dominant, mais il faut s'interroger sur ces ressources. Par exemple, et voilà, et je ne conclue pas de façon systématiquement qui va dans une direction ou dans l'autre. Donc je vais vous montrer quelques graphiques hein, qui nous font dire des choses un peu différenciées. Sans doute du côté des logements sociaux, hein, vous voyez ça vise globalement, et on voit qu'effectivement cette ressource-là elle est moins disponible du côté des élus, et surtout elle est moins disponible dans le sens de logements de qualité, de logements sociaux de qualité, hein, qui sont très fortement demandés. Vous pouvez l'imaginer, dans certains groupes HLM Liberté Nord, certains logements sont relativement peu demandés du fait de leur dégradation. Donc on constate quand même une certaine baisse de logements sociaux. D'autre part, au niveau des emplois publics, bon, sans regarder d'abord ce graphique-là, si on cumule les emplois de la ville de Marseille, de la région PACA et de la collectivité locale, conseil départemental actuellement, conseil général avant, on est plutôt dans une certaine stabilité des emplois publics. Là, vous avez plutôt un graphique qui est sur les évolutions des effectifs de la mairie, où on voit donc la donnée de 2001 est un peu biaisée, le passage entre 2001 et 2002, parce qu'il y a eu les transferts massifs de la ville vers MPM, hein, qui font que MPM, c'est Marseille-Provence Métropole, donc c'est l'institution intercommunale qui est en train d'être remplacée aujourd'hui, depuis quelques années, par la métropole marseillaise. Hein, des ressources assez stables. Surtout si on pense que suite au transfert qu'il y a eu de l'État vers les collectivités locales, au moment de la deuxième acte de la décentralisation vers les enseignants, puis aussi vers la région, on s'aperçoit quand même que la ressource est encore là. Il ne faut pas négliger quelque chose. Hein. Les demandes envers les élus ne concernent pas uniquement l'embauche. Je retrouve dans les archives beaucoup de demandes qui ont à voir avec des demandes d'avancement de carrière, des changements de mutation de poste au sein de la mairie même, ou vers une autre collectivité locale. L'ajout de points de retraite avant de partir justement à la retraite. Vous voyez. Donc, souvent, il se crée des relations comme ça, vraiment clientélaires, au vrai sens du mot, c'est-à-dire de relations d'échange de biens et de services contre des promesses de voix ou des voix données effectivement, établies sur une longue durée avec des élus, ou bien des relations qui s'établissent sur 15-20 ans, etc. D'autre part, non, je saute ça. D'autre part, il y a des statistiques assez claires qui montrent que dans certains d'autres domaines, comme celui par exemple des associations loi 1901 et des subventions aux associations, qui permettent, dans le cadre de ce graphique-là, d'employer notamment et d'embaucher des personnes, on est plutôt dans une augmentation assez importante de la manne publique envers les associations. Hein. Vous avez quand même une explosion de la manne financière donnée aux associations loi 1901 à partir de la deuxième moitié des années 90, hein, suite aux désengagements aussi progressifs de l'État dans le financement des associations loi 1901. L'affaire Andrieux, hein, cette députée marseillaise
qui a été mis sous enquête et condamné jusqu'au dernier degré, jusqu'en cassation, pour avoir versé de façon frauduleuse des subventions aux associations de loi 1901, s'insère dans la logique de cette grande disponibilité de ressources financières qui ont donné lieu à des malversations. Donc il y a eu des gens, notamment qui faisaient la campagne électorale pour elle, qui ont empoché de l'argent, qui ont acheté des BMW ou autres. Hein. Donc, notamment dans un certain nombre de quartiers, pas uniquement dans le quartier nord, il y a eu aussi une possibilité de nouvelles possibilités d'embauche par le biais du secteur associatif. Donc là, l'augmentation dans les Bouches-du-Rhône nettement plus importante qu'en France, dans la moyenne française, donne des éléments intéressants sur ça. Donc vous voyez, je suis assez partagé. Dire, est-ce qu'il y a des cas finalement des ressources publiques de clientélisation? Pas forcément. Il y a plutôt, je trouve, une stabilisation. La remise en question vient d'un autre volet important, qui est celui dont je faisais référence au début quand je parlais des sources de presse, c'est l'existence d'un processus de dénonciation croissant de la mauvaise gestion, de la corruption et du clientélisme, ces choses, évidemment, dans les rhétoriques des différents acteurs, se mêlant un peu tout le temps, hein, de ces pratiques sur la ville de Marseille, voire même jusqu'à la dénonciation de Marseille en tant que ville corrompue. Hein. Ce processus-là, il est ancien. Ça, c'est des choses que je n'ai pas pu mettre dans le livre, hein, parce que le livre faisait 1 600 000 caractères, et que j'ai dû sacrément couper. Hein. Mais là où je retrace un peu l'historique, d'abord du prisme managérial de la dénonciation, qui a été mis en place d'abord par les élus eux-mêmes, mais par Gaston Defferre lui-même. À la fin des années 70, lorsque, et Gilles en parle aussi dans son livre, lorsqu'il appelle à la ville de Marseille, dans des secteurs clés, comme le secrétariat général, des personnes comme Philippe Samarco, l'ancien énarque, au Parti socialiste, il appelle des personnes qui ont un profil différent, plus jeunes, plus technocratiques, comme Michel Cosé. Il y en a d'autres dans l'administration municipale et qui permettent à Gaston Defferre aussi de faire un peu, on va dire, le nettoyage au sein de son administration, à la fois du côté des élus et des fonctionnaires. Hein. C'est Gaston Defferre lui-même qui permet l'éclatement d'un scandale important, l'affaire des fausses factures de 1982, hein, où il permet de se débarrasser d'un ancien contrebandier qu'il avait aidé pendant les années 50 à conquérir le pouvoir à Marseille, avait pris armes à la main le journal de Timonsa, hein, et qui, en remerciement, avait eu beaucoup de marchés, notamment dans les bâtiments communaux, pour le ravalement des façades, l'entretien des bâtiments des écoles, etc. Hein. Lui, qui faisait de la surfacturation à 20% de façon systématique, hein, était lancé. Gaston Defferre, il a en tête qui va aller, évidemment, au ministère de l'Intérieur quelques années plus tard, parce que l'accord commun de la gauche, il est là, hein, 77, 78. Et plusieurs enquêtes de la magistrature ordinaire et comptable ont lieu dans les années 80 et 90. Hein. C'est un processus qui, maintenant, on peut lire sur une trentaine d'années, donc on s'aperçoit. Et effectivement, qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui, dans les années 90 et 2000 et même 2010, avec plusieurs enquêtes, la Chambre régionale des comptes, la Cour des comptes avant, la Chambre régionale des comptes après, notamment sous la gestion des différentes collectivités locales, qui remettent toujours en fait ce prisme managérial de la critique du clientélisme et de la corruption, sans évidemment que dans ces rapports de la Chambre régionale des comptes, les choses soient dites en tant que telles. Hein. C'est un langage très feutré, mais quand on lit bien entre les lignes, on s'aperçoit bien que c'est à ces pratiques-là que s'attaque la critique de ces acteurs-là. Jusqu'à arriver aux récentes campagnes électorales, notamment de la primaire socialiste marseillaise au municipal de 2014, où c'était jamais arrivé sous cet angle-là, des élus socialistes en campagne, comme Patrick Menucci, comme Maria-Hélène Carotti, font campagne centralement sur la question du clientélisme, hein, pour contrer le pouvoir de Jean-Noël
présente aux élections municipales. Jusqu'au à l'affaire Montebourg, Arnaud Montebourg, Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône. Arnaud Montebourg fait une lettre, fait un rapport à Martine Aubry où il dénonce les malversations au sein de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône. Donc là, on est aussi sur une scène nationale et locale, à la fois nationale et locale. Marseille devient aussi, ça a toujours un peu été, devient le théâtre, la scène de une possibilité de dénonciation. C'est clair que Montebourg, s'il va dénoncer les malversations du département du Cantal, du PS, du département du Cantal ou autre, ça n'a pas du tout la même ampleur que de le faire à Marseille. Voilà, jusqu'à aller aux plus récentes affaires dont je vous ai parlé au début et qui nous font peut-être demander si on n'est pas face carrément à une manipulation marseillaise sous fond de dénonciation du clientélisme et de la corruption. Voilà, moi je pense que je peux m'arrêter là en vous remerciant de votre attention malgré l'heure tardive et la saison chaude. Et je vous écoute volontiers et attentivement. Merci. L'attention est concentrée entre les neurones d'un nombre de personnes, donc elle est très rapide. Allez, d'accord. Merci. Merci, Gilles. Juste un point, je suis clairement pas un spécialiste de sociologie urbaine. J'en ai côtoyé un certain nombre, j'en côtoie de plus en plus. Voilà. Donc c'est une littérature que je ne connaissais pas bien, sauf effectivement pour Bernal, mais pour d'autres. Pas forcément parce que c'était pas une nouvelle qui m'intéressait, mais mine de rien, j'ai trouvé ton livre extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant d'abord parce qu'il rend compte de la banalité du comportement clientéliste. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'a pas à voir avec les pauvres, ça n'a pas à voir nécessairement avec un contexte de modernisation et de résistance avec la modernisation, ça a quelque chose à voir du quotidien des élus et des relations entre les élus et les administrés. Et rien que pour ça, c'est vraiment un livre extrêmement stimulant de ce point de vue. Tu l'as pas dit, mais c'est aussi assez fascinant. Tu as pris le cas de Marseille, mais en fait, tu vas probablement plus faire ailleurs. Ça, ce sera ma première piste de question, c'est que mine de rien, ce que tu mets en avant, c'est-à-dire le fait que des gens écrivent à des maires, je pense que à Paris, dans le 5e arrondissement, on en parlait aussi, mais probablement c'est la même chose dans le 10e arrondissement, et probablement qu'Anne Hidalgo reçoit le même type de demande aujourd'hui de HLM, pas forcément d'emploi, mais peut-être d'investissement, etc., etc. Donc ça n'a rien à voir avec Marseille, ça n'a pas forcément à voir avec la légalité ou l'illégalité des choses. Et donc, quelque part, ça vaudrait le coup, vraisemblablement, de reproduire l'analyse ailleurs. La question, c'est où ailleurs et comment. Ça peut voir avec les Corses. Est-ce que ça a à voir avec les Corses? Oui, c'est toujours la faute des Corses. Balkany, je crois qu'il n'est pas très très corse non plus. Mais je suis à peu près sûr qu'à Pessac, à Talence, à Bordeaux, on doit avoir des systèmes similaires. Donc ça, c'est ma première remarque. L'autre truc intéressant, c'est effectivement d'avoir découvert ce que c'était que le Marseille du sortir de la guerre, c'est-à-dire cette espèce de moment très particulier où de fait on va réussir à se constituer comme la pièce centrale du jeu politique marseillais, alors même qu'ils sont en retrait face au Parti communiste, ils n'ont pas les ressources du Parti communiste sur le bord, et en face, il va falloir faire alliance avec la droite, et une droite qui, si j'ai bien compris, n'est pas forcément la plus ouverte au monde qui soit à l'époque, notamment en sortir de la collaboration. Donc c'est assez fascinant de voir effectivement comment ça commence dès ce moment-là. Comment effectivement le pouvoir de fer va se jouer sur cette alliance avec les bourgeois, sur cette alliance avec ces camarades de résistance, sur cette alliance avec un certain nombre de relais de pouvoir, notamment le Petit Provençal. Très jolie cette histoire de Petit Provençal. Donc voilà, ce qui est, du coup, effectivement, on voit des choses, on comprend pourquoi Marseille a pu aboutir à ce système de pouvoir. Ce qui est quand même fascinant, et ça c'est aussi une de mes questions, c'est pourquoi ça tient aussi longtemps. Et ça, mine de rien, ça suffit pas, quoi. Tu mets en avant les dossiers que tu as traités, ce qui est super intéressant, un très bel exemple justement de pourquoi, qui va oser s'adresser au pouvoir en place, comment, etc. Mais il y a quand même que, de mémoire, 1500 dossiers, c'est ça, sur 4 à 5 ans. C'est à l'échelle d'une population et d'une ville comme Marseille, c'est finalement pilote.
Et donc, quelque part, le truc... c'est un échantillon, mais c'est un échantillon sur 4-5 ans, et donc ça nous dit quand même qu'il y a le clientélisme, mais en quoi le clientélisme permet de l'emporter derrière, c'est une vraie question. Une vraie question, parce que vraisemblablement derrière, ça a à voir avec une démultiplication des relais d'opinion, etc., etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Et ce d'autant plus qu'on se retrouve quand même dans une situation où non seulement il y a des concurrents qui ont leur propre système clientélaire, mais en plus on est vers des évolutions électorales qui sont elles-mêmes très différentes. C'est-à-dire que ce qui me fascine, c'est que finalement, Gaudin réussit à autant tenir. Alors même que beaucoup de maires ont été balayés, quelle que soit justement leur ancienneté, quelle que soit leur capacité d'action, et donc quels que soient les services à la population qu'ils ont pu mettre en place. C'est-à-dire que grosso modo, 2008, on voit un tas de mairies de droite passer à gauche, et puis de nouveau la même chose, mais dans l'autre sens en 2014, et puis peut-être qu'en 2017, ça sera en marche, ou alors, enfin 2019, peut-être que ça sera en marche, ou peut-être que ça sera à la gauche, enfin, mais il y a des mouvements de bascule au niveau des municipalités qui tiennent beaucoup plus aujourd'hui au national. Or, Marseille, Gaudin est toujours là. Il y a une vraie question, et pourquoi, alors même qu'en face, le VS met aussi en place son système clientèle. Si j'ai bien compris, Andrieux, c'est l'exemple type, mais il n'y a pas qu'elle, et Samia Ghali aussi, non ? Samia Ghali aussi a ses propres réseaux, vraisemblablement ses propres systèmes d'aide à la population, plus ou moins intéressée, etc. Mais pourquoi diable ne réussissent-ils pas ? Donc ça, c'est aussi une de mes questions. Une troisième remarque, du coup, c'est sur cette question de la légitimité ou de l'illégitimité de ce genre de pratique. C'est-à-dire que Pierre Lescot a fait un certain nombre de recherches sur ces questions-là, a montré qu'effectivement, cette espèce de relation à la norme chez les Français est finalement une relation très 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 grise. C'est-à-dire que quand il s'agit de tester l'attribution d'une place en crèche, c'est finalement normal de crier au maire, c'est finalement normal d'essayer de se mobiliser. Donc là aussi, ça nous montre que finalement Marseille est aussi différent. Certes, il y a l'accent et il y a le folklore, mais c'est bon pour Netflix, on pourrait trouver des trucs similaires ailleurs. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Et pourquoi diable, dans d'autres pays, par contre, ça ne marche pas? Alors que là aussi, c'est un des trucs que met en avant Lescot, c'est qu'il y a des vrais rapports justement à ce type de demande qui va varier d'un pays à l'autre. Notamment, ce qui paraît logique en France ne sera plus du tout en Suède, par exemple. Et donc, alors même que ce rôle de service à la population m'interroge. Voilà. Encore une autre piste. Ce qui me trouble aussi, c'est de confronter ton travail avec la sociologie d'État obligé. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est, notamment en termes d'attribution des logements sociaux, de plus en plus bloqué. On voit que, grosso modo, si on prend la loi Dallot, on a 10 fois plus de demandes que d'appartements disponibles, que théoriquement, les commissions d'attribution sont de plus en plus verrouillées, tant parce qu'il y a la mairie, il y a la préfecture, il y a les assos, il y a les bailleurs sociaux, et donc quelle est la marge de manœuvre dans tout ça ? Et comment aujourd'hui on peut, en tant que maire, en tant que pouvoir politique, encore jouer un rôle. Et puis le dernier point, là, c'est des contraintes internes, mais aussi des contraintes externes. Et que tu l'as montré tout à l'heure, il y a de plus en plus d'associations. Ces associations ont leur mot à dire. Leur mot à dire, elles sont théoriquement de plus en plus en demande, de plus en plus dans une logique de polyarchie. Et comment peut perdurer dans une logique polyarchique ce type de système clientéliste ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, théoriquement, quand on fait un projet urbain, on est obligé d'associer les habitants, on est obligé de mobiliser les assos, on est obligé de gérer les contestations, et pourtant, est-ce que ça marche encore ? Donc ça, c'était peut-être, je t'ai piqué ta question, j'en serais pas j'ai piqué toutes tes questions. Mais dans ce cas-là, je vais te laisser la réponse. Mais en tout cas, j'ai adoré ce... J'ai l'impression que on veut donner peut-être trop d'importance à l'efficacité, on s'interroge toujours sur l'efficacité de la redistribution clientélaire sur les élections. Ça, c'est une question à laquelle scientifiquement on ne peut pas répondre. On ne peut vraiment pas répondre. Parce qu'il y a plein d'obstacles empiriques. Comment on fait ? Donc déjà,
on n'y connaît pas grand-chose aux échanges qui se passent dans le secret des relations éventuellement clientélaires, faut-il le montrer encore, entre des élus et des élus. Moi, j'ai eu la chance, c'est pour ça, c'est un problème d'ailleurs dans la littérature, hein. On parle de relations clientélaires tout le bras, tout le bras, mais où est-ce qu'on le montre empiriquement? Il n'y a que deux possibilités pour moi. C'est les archives. Et donc, vous avez quand même maintenant, les historiens commencent de plus en plus à avoir accès et à travailler. C'est le cas de Frédéric Molly qui travaille avec moi à l'Union sur les questions par ailleurs de corruption, qui a travaillé sur des archives similaires aux miennes pour le début du XXe siècle, les archives d'Aladier sur les lettres de recommandation, etc. Mais il faut-il encore trouver des dossiers suffisamment sur le long terme, avec des échanges avec des notables, avec des petits élus, avec des professions libérales ou autres, qui montrent qu'on n'est pas là dans un échange immédiat. Hein. Je te donne, peut-être tu vas voter pour moi, et ça se passe comme ça au début d'un an, c'est fini, il n'y a plus de relation. Si on suit quand même les anthropologues et sociaux des années 50 et 60, il y a quand même des définitions claires où ils disent qu'il y a cet échange synalagmatique entre des patrons et des clients, mais surtout une relation fondée sur un environnement d'amitié, d'affectivité, de respect mutuel, etc., où on ne va pas se demander si le service rendu doit être rendu immédiatement, au contraire, c'est inscrit dans la longue durée. Hein, et on n'est pas tenu à rendre tout de suite, au contraire. C'est fondé sur ça, c'est aussi toute la littérature sur le don et le contre-don le montre très clairement. Donc concrètement, il y a qu'une manière. Soit tu montres par les archives, et j'ai eu la chance d'avoir accès à des échanges de courriers entre Gaston Defferre et des notables sur 15 ans. Ah oui, hein, là on est toutes magnifiques et on touche vraiment concrètement ce que c'est. Soit, deuxième chose, on se fait embaucher par un élu au sein, eh bien oui, on fait de l'ethnographie à l'intérieur de structures où on va effectivement, sous le bureau de permanence, on voit qui reçoit, on est de l'intérieur de la structure elle-même. Autrement, c'est pour ça que moi je casse totalement ici et ailleurs le terme de clientélisme politique comme catégorie omnicompréhensible. Je dis distinguons, hein, il y a une demande sociale, le bien de service privé personnel, il y a des relations clientélaires, faut-il encore montrer qu'elles existent, il y a du métier élu, hein, enquête forcément d'un électorat, et qui donc montre des machines politiques professionnalisées, et il y a des politiques de redistribution qui rencontrent la question clientélaire, mais qui vont au-delà. Hein. Quelque chose qui est intéressant, je trouve que le livre essaie d'interroger la question de à qui vont les ressources dans la ville. Hein. Là, ce sont les ressources clientélaires, mais il faut peut-être s'interroger au sens large. Hein. Sur Versailles, par exemple, la question des inégalités entre les quartiers nord et les quartiers sud, mais c'est énorme. Il suffirait d'aller travailler un peu sur le budget des écoles, par exemple. Qu'est-ce qui est donné aux écoles des quartiers sud? Qu'est-ce qui est donné aux écoles dans les quartiers nord? À Marseille, il y a eu un scandale récemment, il y a 2 ans, sur des rats trouvés dans les écoles. Il y a tout le lourd. Donc difficile aussi de s'interroger sur l'efficacité du clientélisme. Est-ce que ça donne effectivement lieu à une victoire ou non? On ne pourra quasiment jamais le montrer. C'est vraiment très compliqué de ce point de vue-là. Le lien avec l'électorat est difficile. Même la question de l'abstention, parce qu'on a pu dire à un certain moment, plus l'abstention monte, plus elle favorise la mobilisation de peu de cercles, hein, qui favorise effectivement un vote clientélaire envers un tel ou tel candidat. Mais ça aussi, c'est à vérifier. Et c'est difficile, très très difficile à vérifier. Évidemment que la question, ça m'est posée systématiquement, hein, clientélisme qu'à Marseille, où finalement Marseille c'est le cas comme un autre. Je dirais les deux. Hein. Marseille c'est un cas banal, comme partout, c'est-à-dire que c'est pratique qu'on les a partout, même à Bordeaux, les gens ils vont voir son élu pour obtenir une faveur personnelle, c'est évident. Hein. Sauf qu'à Marseille, il y a quand même 2 choses spécifiques, je trouve. Une, c'est une rencontre
très forte entre une demande sociale de ces biens, de ces services, et des possibilités de réponse de la part des élus, qui se concentrent dans la période comprise entre la fin des années 50, je dirais même au milieu des années 60 et la fin des années 80. C'est-à-dire que Marseille voit une augmentation soudaine à la fois de la population, démographique galopante, comme quasiment dans aucune autre ville française à part Montpellier. Donc, ça veut dire fournir des services à la population. En très peu de temps. À la fois en termes de logement, les gens ils étaient en baraque, il faut savoir. Au moment où il y a eu les premiers rapatriements, notamment avant l'Algérie française, il ne faut pas oublier, il y a le protectorat marocain, il y a la Tunisie, donc c'est déjà à partir de 56-57. Et là, les gens commencent à être très largement, il y a un rapport de logement à Marseille. Ils commencent à être dans les bidonvilles, il faut les loger, il faut construire tour de bras, 62, l'arrivée des populations, etc. On était en déficit énorme, donc on construit très peu de temps. Les élus ont des possibilités de distribution massive en peu de temps. Vous avez vu jusqu'à 75 dans le graphique que j'ai montré tout à l'heure. En face d'une demande pressante, très forte. C'est à peu près la même chose pour le logement, pour l'emploi, pardon. Gaston Defferre, c'est un gestionnaire, Gaston Defferre, il faut savoir. Donc il vient des scandales des années 30. Il veut montrer à l'État qu'il sait bien gérer. Et du coup, les embauches sont très faibles dans les années 50 quand il arrive en 53. Il embauche très peu. On est dans un ratio employés municipaux citoyens habitant à Marseille qui est en deçà de la moyenne nationale. Mais ça se rattrape très vite. À cause de la croissance démographique, donc, et aussi par les volontés d'embauche, à partir de 1965, énormément d'embauches dans la mairie. Donc là, vous avez ce phénomène qui n'est, pour moi, je ne le retrouve pas par ailleurs. Il y a un certain nombre en France, évidemment. Sûrement dans l'Église américaine, mais ce n'est pas par hasard que. Ce qui me fait aussi sortir du prisme culturaliste. En disant, Marseille est ville clientéliste parce qu'il y a des Corses, parce qu'il y a des Italiens d'origine. Non, attention, si on fait une analyse socio-historique sérieuse, on s'aperçoit que les périodes d'expansion des politiques clientélaires, c'est les années 20 et 30. Quand on passe de mairies très pauvres, avec 1500 salariés, à des mairies à 4000, très vite, c'est les années Sabiani, c'est les années de l'entre-deux-guerres très sulfureuses, etc. Et puis, cette période-là, les années 60-70. C'est pas un hasard. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le deuxième élément de différence, c'est ce que je disais tout à l'heure sur, quand même, c'est une ville maudite, Marseille. C'est une ville tout le temps maudite. C'est un scénario de dénonciation. De ces questions, on en parle tout le temps dans la ville. Gilles, tu sais bien, quand tu es venu à Marseille, des gens qu'on rencontre comme ça n'ont aucun problème à te dire qu'ils ont été embauchés par piston. Il faut les faire des enquêtes ailleurs, sans doute, faire du comparatisme. Mais moi, je vois des gens de la Besançon, à Metz ou autre, dire très clairement qu'ils se sont fait enquiller à la ville, comme on dit à Marseille. Vous voyez, donc ces deux aspects, je pense, sont quand même sont d'une spécificité. Il ne faut pas gommer, dans le sens tout. Il ne faut pas pour banaliser Marseille et gommer toutes les différences non plus. Sur ça, je suis en désaccord total avec Michel Sanson et Michel Perron, qui disent que voilà, Marseille c'est comme ailleurs. Non, faut-il encore faire le boulot de comparaison, même si pas de façon. J'aurais voulu le faire encore plus, mais j'essaie d'ouvrir dans le livre le plus possible des fenêtres de comparaison avec d'autres contextes français, italiens, américains, justement pour sortir Marseille de la singularité. Et en même temps, il y a aussi des spécificités. À tout terrain, il y a des spécificités. Est-ce que je t'ai répondu à peu près tout? Non? À peu près. Ah oui, sous la sociologie, l'État au guichet. Est-ce que tu peux reformuler parce que je... Comment il y a encore une marge de manœuvre telle
Je constate que, bon, pour le logement social, il y a encore un pouvoir. Bon, aujourd'hui, on va voir, il y a un peu de changement et je n'ai pas suivi tout récemment. Dans le domaine du logement social, il y a toujours eu, notamment dans les sociétés HLM marseillaises, la possibilité de faire en sorte que les commissions d'attribution soient bypassées. Il y a aussi des rapports de la Chambre régionale des comptes qui le disent clairement, ça a été fait à la fin des années 2000, des années 2010 encore, que finalement ça ne passe pas et que le président fasse attribuer directement. Donc vous avez encore des procédures de ce type. Et encore, il n'y a pas en France, me semble-t-il, encore un cadre réglementaire clair qui dit que par droit, il y a un système de classement précis qui fait que si on est handicapé, si on a un temps d'enfant et que notre demande a une ancienneté depuis tant d'années, on a droit à l'accès à tel ou tel logement. On n'est pas encore là, il y a encore du flou. Pour les concours d'embauche dans les mairies, également, sur les catégories C, il reste encore des marges de manœuvre assez importantes pour les. Pas tout est encore totalement technicisé, me semble-t-il. Peut-être on va y arriver. D'ailleurs, moi, je pointe ce prisme managérial qui avance comme la clé d'entrée possible, comme bataille contre le clientélisme. Sauf que bon, ça a aussi des inconvénients. On va y revenir. Merci Cesare. Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'à la fois ton étude porte sur les élus, les pratiques des élus, et puis en même temps, tu réintègres la société civile. Et la société civile, comme dans tout bon schéma gramscien et italien, c'est un acteur à part entière, c'est un acteur qui offre une résistance, c'est un système de tranchées, de casemates, comme disait Gramsci, qui rend compliqué le contrôle politique d'un espace, notamment la ville. Et je trouve ça vraiment passionnant, parce que tu te situes aussi dans une tradition de sociologie politique française avec un prisme ethnographique qui rend les choses extrêmement solides sur le plan empirique, et tu rajoutes cette Italian touch, parce que la sociologie française du local a tendance néanmoins tout le temps à se concentrer essentiellement sur les élus. Là, tu montres des réseaux de la société civile et comment se constitue ce bloc social historique. Quand j'étais en Italie, moi j'entendais toujours parler de cette notion de bloc social, et j'avais toujours du mal à comprendre de quoi il retournait. Là, tu transmets bien cette épaisseur de la société civile et comment, pour gouverner une ville, il faut gouverner avec certains groupes de la société civile pour construire cette hégémonie. Ça, c'est vraiment passionnant. J'ai bien mis aussi ce que tu disais tout à l'heure sur, en gros, travailler à la fois en comparaison et travailler donc à banaliser les cas tout en ne broyant pas les cas, en niant leur spécialité. On peut faire une sociologie comparative de Marseille, tout en faisant aussi de la marseillologie, en reconnaissant que cet espace politique-là a des caractéristiques propres. De la même manière que le premier bouquin de Bourdieu, c'était une sociologie de l'Algérie, il y a une légitimité aujourd'hui à faire des sociologies aussi de sociétés urbaines. Et tu ne contrôles pas cette difficulté, tu y vas, c'est fort intéressant. Bon, je vais m'arrêter là sur la brosse à reluire. Je vais te poser des questions, trois questions principales, et puis questions subsidiaires sur les petits problèmes, petites réactions, petites interrogations que la lecture a suscité chez moi. Alors d'abord, c'est sur, première remarque, c'est sur les clientèles du clientélisme marseillais. Alors, tu montres bien, et c'est la thèse principale de ton bouquin, que le bloc social sur lequel s'appuie d'abord de faire puis Godin, parce que finalement c'est à peu près le même, il est très modérément populaire, ou très modérément modeste. Tu indiques que c'est plutôt des gens qui appartiennent aux classes moyennes et petites moyennes. Tu en veux pour preuve le fait que ces gens-là, souvent ces familles, ces groupes, ces réseaux, sont constitués de gens qui sont en ascension sociale. Puis tu montres aussi que tu tentes de faire avec la sourire derrière la CGT et derrière le PC. Du coup, c'est deux éléments de preuve qui permettent de montrer que le bloc social hégémonique, l'hégémonie politique de faire, elle va se constituer plutôt sur autre chose que la classe ouvrière. Bon, et en même temps, on se demande toujours si le fait que ces gens-là fassent partie des classes moyennes, c'est pas tellement un état de départ, c'est le résultat du clientélisme. C'est le fait qu'ils sont impliqués dans des réseaux de clientélisme qui les fait accéder à un statut, à un mode de vie de classe moyenne, alors qu'au départ, ils sont plutôt des gens modestes.
Donc, de ce point de vue-là, est-ce que tu peux vraiment remettre en question définitivement cette idée selon laquelle le clientélisme sert aussi à promouvoir des gens? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'au départ, certains des groupes, des familles qui profitent du clientélisme sont eux-mêmes d'origine modeste. Après, par la suite, ils vont en sortir. Et voilà. Donc, il y a quand même ce procédé-là, ce processus-là. Est-ce que, du coup, ça permet de balayer complètement cette idée selon laquelle le clientélisme est une modalité de promotion sociale? Première question. La deuxième, elle est sur les propos normatifs qui sont, normatifs de prise de position, qui sont à la fin de ton bouquin, dans le dernier chapitre, dans la conclusion, où en gros tu nous dis que, bizarrement, le seul moment où il y a une remise en question objective qui réussit à avoir un débouché électoral du clientélisme marseillais, c'est l'époque Vigouroux, 86-95. Un demi-mandat, un remplacement de fer, et après une élection triomphale, un seul vrai mandat qui se termine en autre boudin, puisque Vigouroux, en 95, renonce à se porter candidat. Voilà. Alors, tu dis le seul moment de remise en question. Le moment Vigouroux est un moment de rétraction de la politique municipale sur un cercle très restreint constitué autour du maire, le maire et son cabinet, qui construit un cabinet rhétorique de techniciens pour le protéger des demandes sociales et le protéger de ses élus, ses petits élus, qui étaient la base du Lefebvre. Ok. Tu montres cet exemple pour dire voilà, le seul moment de remise en question du clientélisme correspond à une espèce de moment de régression démocratique. Tu le dis. Et en même temps, tu opposes ça à des pratiques clientélistes que tu définis, désignes, décris comme étant partie prenante d'une logique de démocratisation. Bon. Et en même temps, tu montres bien que cette démocratie clientéliste, elle s'appuie sur une partie relativement restreinte de la population. Donc est-ce que tu peux vraiment opposer une pratique vigoriste, technocratique, centrée plutôt sur les politiques publiques, qui serait antidémocratique, à une pratique clientéliste, ferriste, clodinienne, qui serait antidémocratique? Est-ce que c'est pas un peu trop forcé le trait? Troisième question, c'est un peu, ça reprend un peu ce que disait Vincent sur les modalités de mobilisation politique alternatives au clientélisme, qui coexistent avec le clientélisme. On sent bien que les réseaux clientélaires, ça suffit pas à tenir une ville. Il faut autre chose. Et on le voit bien, par exemple, sur la bourgeoisie économique. Parce que voilà, les seuls soutiens de Lefebvre et de Gaudin, c'est finalement pas cette classe moyenne, petite moyenne clientélisée. Il y a d'autres groupes qui constituent ce bloc. Et la question que je me suis posée, c'est ceux-là, comment ils sont mobilisés? Comment ils sont impliqués? Comment ils sont enrôlés? Alors, il y a des hypothèses qui sont un peu en filigrane dans ton ouvrage, c'est qu'en gros, tu tentes de faire, pour cette bourgeoisie économique, de faire, c'est le seul rempart crédible contre les locaux, et puis du côté de Gaudin, Gaudin, pour ces gens-là, c'est les seuls remparts présentables contre le FN, les Arabes, etc. Mais voilà, ça pose la question, et puis du coup, ça pose une question sur Marseille, mais ça pose une question aussi sur les autres villes. Qu'est-ce qui peut compléter le clientélisme? Une modalité d'entretien de l'hégémonie politique. Quels sont les ressorts qui peuvent le compléter? Quand il n'y a pas de clientélisme, et si on garde une approche gramscienne qui s'intéresse à la constitution d'un bloc social hégémonique, comment il se fabrique? Quels sont les ressorts possibles? Prenons Bordeaux, pas réputé pour une ville clientéliste, quoi qu'il faudrait regarder, mais il y a quand même un bloc social hégémonique qui tient la ville longtemps. À Bordeaux, ça tient comment si ça ne tient pas par ordre? Si ça ne tient pas par clientélisme? Troisième question. Voilà, après j'ai deux petites questions subsidiaires sur la réforme à Marseille. Quelle forme elle a pris? Enfin, la réforme au sens des mouvements de réforme contre la machine. Quelle forme elle a pris historiquement et pourquoi elle n'a jamais fonctionné? Enfin, ça aussi, ça rejoint ce que demandait Vincent. Et puis, dernier petit truc.
Il y a une chose que j'ai pas bien perçue dans le bouquin, c'est Gaudin, grosso modo, a repris les mêmes, a constitué son entreprise politique sur les mêmes blocs sociaux historiques, mais on voit pas bien comment il l'a conquis. Ce n'est pas donné que Gaudin reprenne à son compte, reclientélise, voilà, ce bloc social historique. Donc, comment il a fait pour le conquérir, l'amadouer, etc. C'est beaucoup de questions. Si tu peux faire du marché. C'est les archives. Et les archives, par définition, c'est pas aujourd'hui, ni hier, c'est avant-hier, c'est-à-dire pour moi les années 70 et 80. Là, j'ai tout vraiment clair et net. C'est-à-dire, vous avez vu les listes d'embauche, etc. Donc, je peux prouver qu'on donne à certains groupes sociaux sur la base de certains critères, embauche de père de fils, dans les guerriers, etc. Sur d'autres phases, c'est impossible. J'y suis allé par archive, par entretien. Par entretien, j'ai fait tous les entretiens avec pas mal de députés maires à l'époque, fin des années 90, début des années 2000. Et ils utilisent des choses extrêmement intéressantes, comment ils organisent leurs machines, etc., et comment ils créent des associations dans la permanence, à côté de la permanence, pour répondre à la demande sociale de façon systématique, etc. Mais il y a forcément moins. Et il manque aussi, alors voilà, dans le livre, en fait, c'est complètement réducteur, hein, je reviens avec toi, c'est-à-dire, quels sont les groupes dont je parle qui ont profité du système, globalement la machine municipale, hein, on peut étendre quand même au jour du maire, les notables des associations dites communautaires, c'est-à-dire les juifs, les arméniens, etc. Et pas de doute, évidemment, là aussi je fais la différence entre les gagnantes et les perdantes en reprenant les idées très intéressantes que tu avais utilisées dans ton livre, ceux qui sont les gagnants et les perdants des politiciens même. Et puis, troisièmement, sur les associations de quartier et sur les notables. Évidemment qu'il y en a plein d'autres. Hein. Dans la raisonnement gramscien, si dans le meilleur des mondes j'avais pu faire une enquête approfondie sur d'autres groupes sociaux, notamment, je pense, l'opposition libérale, qui m'aurait donné beaucoup plus de billes pour comprendre ce qui se passait, notamment dans la prise de pouvoir de Gaudin dans la partie sud. J'aurais pu aller plus loin, mais voilà, c'était vraiment une thèse à part entière. Hein. Et justement, sur le côté gramscien de l'enquête, etc., j'arrive aussi au bout de course. C'est-à-dire, oui, j'ai des influences italiennes, mais j'ai aussi la socialisation dans le système universitaire français qui font qu'effectivement, d'abord, je commence par les élus. Tu vois, et j'arrive au bout de course sur le reste. C'est peut-être pour la suite qu'il faut effectivement mettre l'accent sur plus de groupes de la société urbaine. Mais non, c'est vrai qu'en France, on est en retard par rapport à ça. Je pense que Patrick Leverès, qui est le directeur de collection, disait dans son chapitre notamment sur les communautés ethniques, etc., il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites dans la perspective qui est la tienne. Donc, je parle vraiment concrètement de qui on donne et qui on ne donne pas comme groupe socio-ethnique. Alors, là, ta question d'avant. Qu'est-ce qu'on donne aussi à ces groupes au-delà des ressources clientèles? Ça, c'est très important et je commence à y répondre. Et là aussi, il faudrait aller plus loin. Et je pense que là, Pierre Bourdieu, il n'avait pas mal vu là-dessus. C'est la question de qu'est-ce qu'on donne comme prestige social à certains groupes sociaux et socio-professionnels au-delà de l'avantage matériel, du fait de permettre par le fait de donner un emploi ou un logement à quelqu'un d'améliorer ses conditions sociales. Il y a autre chose, il y a quelque chose qui va au-delà. Dans les deux chapitres, celui sur les notables communautaires et celui sur les notables d'associations de quartier, ce que je m'aperçois, c'est que la partie clientélaire concernant la faveur matérielle est beaucoup moins importante, finalement, que la reconnaissance symbolique. Donc certains notables arméniens, par exemple, sont beaucoup plus flattés par le fait qu'on intitule des rues, des places, aux personnes qui ont été des martyrs du génocide arménien. Ils sont beaucoup plus contents qu'il y ait la présence des différents élus quand il y a les commémorations du 25 avril.
date du génocide. Même chose pour certaines associations juives. Ça, je commence à dire, bon, de plus en plus, j'aperçois que ce n'est pas une question de ressources matérielles. Il y a du symbolique qui se joue énormément là. La question de la mémoire génocidaire est fondamentale. Hein? Et en même temps, elle permet à ces groupes-là de s'ériger comme étant des groupes centraux du bloc social hégémonique et aussi de se dire, bah, c'est nous qui vont les ressources, implicitement c'est comme ça, et ça ne va pas aux Comoriens ou aux d'autres. Et d'ailleurs, ça ne manque pas. Les Comoriens, les Maghrébins n'ont aucune reconnaissance de leur mémoire, y compris quand il y a des événements tristes. Comme par exemple, je le cite dans le livre, les tueries d'Arabes à Marseille en 1973. C'est quelque chose dont personne ne connaît, je ne sais pas si vous le savez. Il y a eu des radolins qui ont fait en 1973, en l'espace de 15 jours, quelque chose comme une 14-15 morts dans la rue de Marseille, dans d'autres villes de la France. Il n'y a pas une seule plaque de commémoration toute la ville. Tout ça. Les Comoriens s'organisent un peu mieux, les Comoriens, je ne sais pas pourquoi, au lobby, et ils arrivent à faire reconnaître un peu plus tout ça. Donc, je pense qu'il y a ce biais-là qui est important, qui est celui du levier symbolique qui a une importance et qui doit peut-être avoir des analyses un peu plus approfondies. Comment c'est voir des sociologues pas mal qui travaillent sur la question de la reconnaissance mémorielle, des historiens. Donc, je pense qu'il faut aller vers ça. Alors, c'est très intéressant ce que tu disais sur Bigourd. Donc, ce que je dis sur Bigourd, quand je dis il arrête le système théâtral. Okay, je le vois, à la fin, c'est clair. Je le vois dans les archives. Ces archives sont quasiment vides. Il y a des demandes et ils répondent pas. Okay, c'est évident. Entretien avec un éducateur du maire de l'époque, et il m'explique comment il fait. Et on recentre tout sur la structure technocratique du maire, on dilue toutes les délégations aux adjoints, les adjoints ne comptent quasiment rien, les conseillers municipaux encore moins. Et en plus, ce sont des nôtres, des gens qui ont été élus sur des listes personnelles. Les socialistes sont réduits à la partie congrue, ils sont à l'opposition, on n'a plus de compte à rendre à personne. Ça montre bien, moi je dis, que paradoxalement, disons, la dénonciation et l'attaque au système clientélaire sont majoritairement des logiques, viennent surtout des logiques antidémocratiques venant soit historiquement de l'extrême droite, dans les années 20-30, dénonciation, même avant, à la fin des années 19e, dénonciation du parlementarisme, dénonciation de la corruption, dénonciation du clientélisme, soit ils viennent de la logique managériale. Donc, paradoxalement, c'est complètement paradoxal, je suis d'accord avec toi, la redistribution clientélaire la plus large possible, entre guillemets, jamais complètement large, mais un peu plus large, elle est démocratique. Oui, et ça, si je suis d'accord, mais elle n'est pas à Marseille, puisqu'elle n'est pas large. Elle est quand même un peu large, dans les années 60 et 70. Tu vois, elle permet quand même l'ascension sociale. Moi, je dis à un moment donné dans le livre, il y a quand même un segment de la population, ne serait-ce que 20%, c'est difficile à quantifier, d'ouvriers qui ont été attirés dans le système et qui, oui, tu le disais bien, sont devenus dynamiques d'ascension sociale par le fait même d'accéder, déjà d'avoir des liens au sein de l'Amérique. Ça, c'est pas n'importe qui, je le dis dans le bouquin aussi à un moment donné, qui fait les demandes, qui s'adresse par écrit, par des lettres aux élus, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui ont déjà un minimum de relations. Et qui après continuent à en avoir, ces relations, continuent à avoir des avantages et continuent à faire des taux d'ascension sociale. Y compris jusqu'à se notabiliser, parce que parfois, ces mêmes employés municipaux deviennent des intermédiaires électoraux. On a un point magnifique dans un film que je vous invite à aller voir. Michel Sanson et Michel Coroli ont fait une série de films sur la politique à Marseille. Il y en a un qui s'appelle Marseille contre Marseille. Toute la série s'appelle aussi comme ça. Il y a un spécifique à l'intérieur qui s'appelle Marseille contre Marseille. Il montre à l'employé municipal, M. Lopresti, qui devient un intermédiaire électoral, qui pilote les votes
soit vers les tapis, les gens autour de tapis, c'était en 95, soit vers la droite, à mon avis. Donc, qui, tout en venant de la classe populaire, acquiert une espèce de statut de notabilité. Il y a aussi la question des intermédiaires entre la population et les élus. Parce que si le système clientéliste favorise surtout une petite ou moyenne, la classe moyenne, et pas les classes les plus défavorisées parfois, c'est parce que ces classes les plus défavorisées n'ont pas les moyens de se mobiliser ou n'ont pas les intermédiaires que peuvent avoir les classes moyennes de mobiliser avec les élus. Je vous entends très très mal. Parce que ça que j'ai vraiment pas. On va parler sans micro parce que ça. Ouais, ça grésille. Je me posais en fait simplement la question des intermédiaires entre les populations et les élus qui justement entretiennent ces pratiques clientélistes. Et justement le fait que, si vous pouvez confirmer, que le fait que le clientélisme à Marseille soit dirigé vers la classe moyenne, la petite bourgeoisie, ou les petites classes, et pas forcément les classes les plus défavorisées, ça dépend en partie du fait que ces classes les plus défavorisées ne peuvent pas se mobiliser comme d'autres classes, parce qu'elles manquent d'intermédiaires ou de rapports avec les élus. Oui, bien sûr. Alors que les fonctionnaires municipaux, ils ont l'adresse du maire, ils ont son oreille. Tout à fait. Bien sûr, c'est ce que je disais, quand on regarde. Je suis allé voir, j'ai fait un peu de comptage sur des lettres adressées notamment à l'autorité municipale par des gens, et on voit bien, on n'a pas systématiquement malheureusement les professions des gens, mais on voit bien que ce sont des personnes qui ont déjà des relations. Et qu'une grande quantité de lettres de recommandation ne sont pas envoyées comme ça. Il y a toujours une lettre de recommandation intermédiaire d'un autre élu qui les fait accéder. Donc souvent, c'est déjà soit des classes moyennes, soit des classes populaires en ascension sociale, soit des classes moyennes qui s'adressent. Voilà, souvent au milieu populaire, on cherche souvent une intermédiation pour pouvoir accéder à ces demandes-là. Ou alors on est face à des revendications violentes, parfois, comme celle que je vous décrivais tout à l'heure. On parle souvent du clientélisme selon une logique de vase clos au niveau local, avec d'un côté des élus qui distribuent des ressources et de l'autre côté des administrés qui apportent un soutien politique. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on remet l'État dans l'équation, en quelque sorte quand on remet l'État dans cette équation, et par exemple, on assiste en ce moment à un retour du contrôle de l'État sur les collectivités via notamment la baisse des dotations. Est-ce que ça peut fragiliser le système, en fragilisant les ressources? Absolument. Je ne sais pas si moi je l'appelle le prisme managérial, peut-être qu'il faut changer de nom, je ne sais rien, mais on est là dans une gestion vers la rareté des ressources, vers la réduction des ressources, et ça peut être effectivement un moyen de limiter, mais on limite les dépenses budgétaires, c'est clair et net. On ne pense pas forcément ça comme une politique de réduction du clientélisme, mais effectivement, l'effet, ça peut être celui-là. Ça, c'est évident. Ouais. Alors moi, j'ai une interrogation sur le décalage. Vous avez bien montré au début de votre intervention qu'il y a un discours des élus qui cherchent un peu à légitimer finalement les pratiques clientélaires en disant je suis un élu de gauche et c'est mon devoir en tant qu'élu de gauche finalement d'aider des classes défavorisées, etc. Et du coup, il y a d'une part ça, on peut se poser effectivement la question de la légitimité ou pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, légitimité, illégitimité de ces pratiques. Et en face, il y a, vous l'avez montré aussi, un processus croissant de dénonciation de ces pratiques. Et du coup, finalement, moi ce qui m'interroge, c'est ce décalage, d'où il vient finalement ce décalage, pourquoi est-ce que les élus n'arrivent pas à faire entendre leurs points ou inversement. C'est plus qu'un décalage, il faut se rendre compte du contexte d'interaction entre ce processus de dénonciation qui monte jusqu'à arriver à des enquêtes de la magistrature très importantes, comme celle qui concerne le frère de Jean Malguéry et puis lui-même en 2009. Et on ne peut comprendre cette revendication si ouverte du clientélisme comme méthode de la politique qu'en réponse à ce processus de dénonciation. Là, on est purement dans l'interaction.
Est-ce que, je sais pas, oui, de temps en temps, il y a des élus qui font des déclarations de ce style-là, mais là, on sent bien qu'il y a la réponse à une charge qui est celle de la magistrature comptable et de la presse, et aussi des élus comme Minucci et d'autres qui se saisissent de ça, parce qu'avant, ils n'avaient pas fait. Hein. Alors, là, c'est pas forcément des grands courageux, hein, parce que je veux dire, Minucci, il était avec Guérini dans la campagne électorale, et municipale 2008, il n'avait rien dit. Hein. Donc, comme par hasard, il le fait en surfant la vague de la dénonciation judiciaire. Donc, il faut que ça se lise aussi, surtout dans ce contexte-là. Hein. La déclaration que je parlais aussi, c'est par rapport à l'ouverture de l'enquête de la magistrature. Hein. Et aussi, bon, il y en a des articles de presse qui ont dénoncé le clientélisme faux. Donc, ces gens, ils se défendent. C'est une réaction. Vous avez présenté votre bouquin dans plusieurs villes, apparemment. Enfin, je sais pas, je vais parler d'un tour de France, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais comment ça a été reçu ailleurs? Est-ce que du coup vous avez eu des échos sur les situations locales, des choses comme ça? Oui, de près de loin. Déjà, j'ai une élue municipale de Brest qui a lu le bouquin, je ne sais pas comment, et qui me dit qu'il faudrait faire exactement la même enquête à Brest. C'est génial, bon, j'étais extrêmement content. Et donc ça me fait plaisir. Si l'ensemble utilise c'est reproductible ailleurs, effectivement. Surtout, je me dis, ces archives-là, sur les archives de la recommandation, il y en a partout. Il y a des mètres et mètres linéaires partout. Parfois, c'est sur des opérations, parfois, ça va être compliqué, mais globalement, on doit pouvoir y avoir accès. Donc, il y a des choses qui, quand même, sont reproductibles. Ailleurs, qu'à Marseille, ça a été pas tellement des cas de citoyens ou des librairies, mais surtout comme ici, donc séminaire universitaire. Donc du coup, c'est un peu différent, quoi. Le débat il est plutôt voilà, sur le concept, sur le quotidien urbain, sur le métier d'élu. Il est un peu moins voué à se demander si dans sa propre ville il y a les mêmes caractéristiques ou pas, etc. Donc, voilà. Et à Marseille, du coup, la réaction des gens, qui peuvent être peut-être parfois concernés aussi par... Alors, Marseille, effectivement, présentation de l'association ou librairie pour l'essentiel, et ça part dans tous les sens. C'est vraiment l'agora. Là, j'ai beau à essayer de tenir les gens sur des débats scientifiques, c'est impossible. C'est vraiment la société civile qui discute. Et donc ça part dans tous les sens, et ça va jusqu'à parfois des témoignages de gens qui disent, vous voyez, une fois une infirmière qui confirmait, qui était là pour dénoncer donc l'incompétence des gens qui travaillaient à l'assistance des hôpitaux publics de Marseille et avec qui elle avait affaire, quoi. Plein de prises de position de type citoyen très fortes, ou alors des élus qui me semblaient complètement irréalistes, moi, qui disaient, voilà, bon, il faut arrêter avec tout ça, s'il y a des gens qui viennent me demander des services, je leur dis, on n'a rien distribué, etc. Attendez, c'est quoi ça? C'est pratiquement impossible. Vous voyez comment on fait à recevoir quelqu'un en permanence, même s'il te pose une question comme ça personnalisée, dans l'exercice du métier d'élu de la représentation politique, l'évincer complètement, et même pas essayer éventuellement de faire monter en généralité de sa demande personnalisée, moi ça me paraît impossible. D'ailleurs, la plupart des élus ne le font pas. Et justement, quelque part. Hein. Donc là, il y a une vraie question à se poser sur le rapport de représentation politique, mais est-ce qu'il faut aller dans le sens qui est celui de mettre totalement à part, comme il me semble que les macronistes sont en train de nous amener vers ça dans un premier temps, mais on verra. Dès qu'ils s'installent sur le territoire, ça va être autre chose. Voilà, mélanger le macroniste c'est un peu celle de dire, bon voilà, c'est le député qui fait la loi, Mélenchon aussi quelque part, hein, dans la campagne. Le député qui fait la loi, moi je ne réponds pas à tout ce qui est question de trottoir, hein, Mélenchon il a initié à Marseille,
un peu suffisante. Mais non, mais qu'est-ce qu'on fait là? Moi, les positions des anciens élus communistes me paraissaient très intéressantes comme interprétation de leur représentation politique, parce qu'ils n'en avaient pas d'ailleurs des ressources à donner dans la plupart des cas, mais ils essayaient de donner des contacts aux gens pour aller éventuellement poser des lettres d'embauche, etc. Pourquoi pas, donner des contacts. Et après, ils essayaient de monter en généralité leurs problèmes en essayant de faire des batailles collectives sur telle ou telle question. Mais une réponse totalement technocratique en disant l'élu, il faut qu'il fasse que la loi à l'Assemblée, ça me paraît absurde. Ça pose d'ailleurs la question de l'interdiction du cumul, de cette conception de l'élu qui ne représente pas son territoire. Ouais, mais un député avec une ordonnance en circonscription, il peut représenter de la même façon. Oui, parce que c'est. Alors, justement, ta réponse sur l'audience de ton livre à Marseille me permet de reposer la question à laquelle tu n'as pas forcément répondu. Sur les contours de la réforme des réseaux réformistes ou des milieux réformistes à Marseille. Bon, la réforme, ça désigne en gros tous les groupes sociaux mobilisés pour lutter contre la corruption, le clientélisme, etc. Moi, ce qui m'avait frappé, quand j'avais bossé à Marseille, moi j'avais bossé sur les politiques urbaines, et du coup j'avais fait un peu le tour de ces gens-là. Les gens qui bossaient depuis la DDT, depuis la préfecture, depuis les services externes de l'État, depuis les agences techniques, type agence d'urbanisme, à essayer de réformer Marseille par les politiques urbaines ambitieuses, etc. Je me demandais, les gens comme Jean Viard, par exemple, qui comme par hasard était... Oui, mais aussi candidat macroniste, non? Oui, dans le Vaucluse. Du coup, est-ce que la présentation de ton bouquin, tu as l'impression d'avoir en face de toi justement ce qui pourrait former ce milieu de la réforme à Marseille? C'est en gros des gens avec un capital culturel important, bossant plutôt dans la fonction publique, et en ayant un peu marre d'être confronté tu l'as raconté ça une fois, au comportement extrêmement arrogant de la cantinière syndiquée faux à la cantine de l'école. Oui, il y en a pas mal. Par exemple, il y a pas mal de retraités par exemple, de la fonction publique qui ont bossé à différents endroits et ont essayé un peu de changer les choses en région, qui ont un peu ce discours-là. Et ils s'adressent surtout, la critique est très forte sur les défaillances des services publics. Et qui impactent aussi le quotidien qui est le leur, ou de leurs enfants, ou de leurs petits-enfants. Et là, on le sent de plus en plus. Donc les cantines, les bibliothèques, ces horaires réduits dans les bibliothèques parce que le syndicat Force ouvrière garde tout sous la main, les hôpitaux, où effectivement, il faut le voir dans les conséquences, ces embauches systématiques de père en fils créent effectivement des problèmes de gestion un peu de la loi. Maintenant, le problème il est là, mais la question est complexe aussi parce qu'il y a de plus en plus d'embauches à temps partiel. Et ça, c'est quelque chose encore très controversé qu'on n'a pas très bien compris. Parce que moi, si je reste aux anciennes définitions du clientélisme, bon, une embauche à temps partiel ne permet pas de fidéliser quelqu'un sur la longue durée. Mais on s'aperçoit, c'est dans le livre de Godard et André Donzel, que dans certains cas, ces gens qui sont sur des embauches temporaires à la ville d'1 an ou 2 ans, ils restent là attachés à un élu dans l'espoir d'être un jour titularisés. Donc des choses un peu controversées probablement lorsque on est dans des contextes tendus d'emploi et de chômage important, surtout là dans le système privé on n'arrive pas à accéder. Et qu'on a que le public pour voir un peu. Alors moi j'ai une dernière question, parce qu'effectivement c'est une partie de ton bouquin qui m'a beaucoup intéressé, mais ça c'est mon côté socio-immigration. Tu as fait ce travail remarquable effectivement sur les communautés, les gagnants, les perdants. Et effectivement tu mets bien en avant les Arméniens, les Juifs, les rapatriés. Mais les Maghrébins aujourd'hui, c'est devenu une vraie communauté depuis très longtemps. Maintenant ils sont organisés, ils sont des assos. Théoriquement il y a un pouvoir politique, il y a même donc Samia Ghali. Et donc en quoi aujourd'hui cette analyse est encore visible
Est-ce qu'aujourd'hui, un maire à Marseille peut encore se permettre de ne pas, au minimum, reconnaître un peu cette communauté? Non, le raisonnement, je l'admets, il est un peu économique, hein, parce que dans le chapitre, il part de l'idée, en fait, il y a un début de raisonnement qui dit, bon, il y a une rhétorique très forte du cosmopolitisme et de l'harmonie entre les différentes communautés dans la ville, qui vivent en paix, etc. Donc, et moi je dis, bon, quand je vais regarder la redistribution des ressources, soit-elle clientélère, de biens matériels ou symboliques, hein, je trouve de façon subjective, mais je te jure, je ne m'y attendais pas à tout ça. J'ai lu et il y a énormément de choses. C'est un chapitre aussi qui est une revue de la littérature sur la migration massive, quelque part. Et il faisait encore une fois le double de ce qu'il était de ce qu'il était au départ. Au départ, c'était le double, donc j'ai dû réduire parce que c'est un beaucoup plus, cet aspect-là. Donc le constat, il est là. Et donc, je caricature un peu, je l'admets, mais évidemment qu'il y a des milieux d'immigration maghrébine qui sont organisés, qui ont des associations. Il y a eu déjà depuis les années 90 un certain nombre d'élus, etc. Mais la reconnaissance reste quand même, de son commune mesure, à l'avantage des associations et des notables arméniens, juifs et rapatriés. Alors que finalement, je trouve qu'il y a encore les miettes pour les associations maghrébines ou autres. Et du point de vue voilà, de la reconnaissance symbolique, on est vraiment loin. Hein. On est vraiment, soit pour les Comoriens. Après, il y a les Italiens espagnols, ça fait plus du tout débat. C'est terminé. C'est terminé. Là, encore une fois, c'est une partie que je n'ai pas pu mettre. En fait, si tu veux, il y a eu l'Écosse et les Arméniens. À la base, à l'origine, quand ils sont arrivés, ils n'étaient organisés pas du tout autour d'un combat de dominateur corse-arménien. C'était des associations compatriotiques du village. Les Italiens, pareil. Sauf que les Corses ont réussi à faire cette espèce de montée en généralité vers une espèce de commun dénominateur corse. Hein, les Arméniens aussi. Et les Italiens, pas du tout. Après, ça ne s'est pas fait du tout et ils se sont complètement disséminés dans la ville. Il n'y a plus de revendications ni de sollicitations de la part de la municipalité marseillaise envers la population italienne en tant qu'italienne.